Bienvenue dans JK raconte une histoire, où se déroulent des drames de la vie réelle. Installez-vous confortablement et savourez le récit d'aujourd'hui. Non, je ne crois pas, dis-je. Vicky me lança un regard étrange. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as dit que tu serais là à mon retour et que tu me raconterais tout. J'expliquai, je ne serai pas là, donc tu ne pourras rien me dire. Où seras-tu? Demanda-t-elle. Ailleurs, répondis-je. Elle fit la moue. Comment ça, ailleurs? Ce ne sont pas tes affaires, dis-je. Tu te comportes comme une enfant, dit-elle. Grandis un peu. C'est le 21e siècle. Les choses ont changé. Tu as changé. J'acquiesçai. Mais pas moi, à part quelques cheveux gris dans ma barbe. Tu as l'air d'avoir beaucoup changé, et pas dans le bon sens. Elle se regarda dans le miroir du couloir. Toujours aussi magnifique. Qu'est-ce que tu veux dire? Demandai-je. Tu rencontres quelqu'un pour dîner et tu ne veux pas me dire son nom. Pour moi, ça, c'est du changement. Ce n'est rien, dit-elle. Je t'aime plus que jamais. Cela n'affecte en rien mes sentiments pour toi. Je ne peux pas en dire autant, lui dis-je. Il y a une heure, je t'aimais plus que jamais. Mais maintenant, mes sentiments sont plus proches du dégoût que de l'amour. Elle eut l'air offensée. C'est décevant. C'est la vie, dis-je. Je suis déçu tout le temps. Hier, sur le parcours de golf, je m'attendais à faire 85 coups, mais j'ai terminé avec 87. Pourquoi tu parles de golf? C'est un jeu frustrant, dis-je. Tu as mentionné la frustration. Alors, j'ai partagé ma propre anecdote. Mon attitude l'irritait. Je pars dans 20 minutes, dit-elle. Prends-moi au sérieux et essaie de comprendre. Je te prends au sérieux, dis-je. C'est le problème. J'ai réalisé que tu n'es pas une personne sérieuse. Son orgueil fut blessé. Je n'ai aucune idée de pourquoi tu as dit ça, répondit-elle. Je m'en vais. Tu verras. Rien ne changera entre nous. Je te rendrai follement heureux. Tu ne le réalises pas encore, mais tu le feras. Tu te trompes, dis-je. Sur quoi me trompais-je? Demanda-t-elle. Sur le fait que rien ne changera. Tout a changé. Mon attitude envers toi a changé. Et Maddie et Carrie? Que penseront-elles du divorce de leurs parents? Qu'est-ce que tu racontes? Nous ne divorçons pas. Ce que nous faisons ne les regarde pas, je suis d'accord. Pas sur la partie « ne pas divorcer », mais sur la partie « ne les regarde pas ». Malheureusement, il s'agit de ce qui se passe entre toi et un certain type non identifié. Tu compliques les choses. Elle dit, asseyons-nous et réglons ces problèmes. Non, nous ne le ferons pas, dis-je. Je pars. C'est plus important que tout ce que tu as prévu, insista-t-elle. Je ne vais pas rester. J'ai décidé il y a une minute, dis-je. Elle semblait prête à discuter. Vicky, il est trop tard. Au moment où tu as cru que je tolérerais ton comportement, tu as perdu le respect que tu avais pour moi en tant qu'homme et mari. Il était trop tard. Ce n'est pas vrai, cria-t-elle. Je n'ai jamais perdu le respect pour toi. Je ne te crois pas, dis-je. Tout ce que tu as fait depuis ton retour à la maison prouve que c'est vrai. Je pars. Tu peux aller à ton rendez-vous. J'en ai fini. Je pris ma veste, mon portefeuille et mes clés, me dirigeai vers la porte et partis. Elle courut après moi, mais n'arriva pas à temps. Je partis en voiture alors qu'elle ouvrait la porte et sortait sur notre véranda, dans le quartier de Westlake Hills. J'ai décidé de rendre visite à Maddie. Elle habitait à environ 6 km de là, près du campus de l'Université du Texas. Alors, je lui ai envoyé un message, Netflix and chill. Elle répondit immédiatement. Tu veux de la compagnie, demandai-je et elle m'envoya un emoji cœur. Je ferai du popcorn. Lorsque j'arrivai à son petit appartement près du campus, elle était déjà sur le canapé. Son chien, Rusty, m'accueillait avec enthousiasme, me faisant presque tomber avec son affection. Et, mon pote. Je réussis à rester debout et lui fis une bonne gratte alors qu'il se tortillait, bavant sur mon pantalon et ronflant de plaisir. Il faut environ 10 minutes pour aller de notre maison à Westlake jusqu'à chez Maddie. Le temps que j'atteigne le canapé, Maddie m'avait déjà versé un verre de vin et mis du popcorn dans mon assiette. Je sirotai mon vin et la regardai. Pas un mot, dit-elle.
J'aime le vin doux, pas toi. Tu es chez moi. Fais avec. Je ris. Et, j'ai essayé de t'élever correctement. Ce n'est pas ma faute si tu t'es égaré. Elle essuya les peluches de mon pantalon, jeta une couverture à carreaux sur mes jambes et s'y blottit. Qu'est-ce que maman fait, demanda-t-elle. Je ne suis pas sûr, dis-je. Elle me lança un regard perplexe. C'est étrange. Oui, je suis d'accord. Qu'y a-t-il, papa? Comment ça, tu n'es pas sûr? Quand je suis rentré du travail, elle a dit qu'elle allait à un rendez-vous galant. Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord. Elle a dit qu'elle l'annulerait et que nous parlerions. J'ai décidé que j'avais fini d'en discuter et je suis parti. Donc, je ne sais pas si elle est à un rendez-vous ou à la maison à attendre de parler. Elle me regarda, choquée. C'est quoi ce bordel, papa? Que veux-tu dire par rendez-vous, m'a dit? Je suis aussi choqué que toi. Elle m'a dit qu'elle allait à un rendez-vous avec un homme, mais n'a pas dit qui, et s'attendait à ce que je l'accepte simplement. Papa, c'est une blague? Tu es sûr d'avoir bien compris. J'aimerais que ce soit une blague. Je ne sais pas ce qui se passe, dis-je. Je vais l'appeler, dit-elle. Vicky répondit. Et la conversation du côté de Maddy fut intéressante. Maddy n'a pas mâché ses mots. Où es-tu, maman? Avec qui? Tu viens de me mentir. Papa est assis juste ici. Tu as menti. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ma mère vient de me mentir. Ne m'appelle pas. Ne viens pas ici. Quand et si je veux te parler, je le ferai. Elle a raccroché. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes. Je ne savais pas quoi dire. Je la serrai dans mes bras alors qu'elle commençait à trembler puis sangloter contre ma poitrine. Elle m'a menti, papa, elle m'a dit qu'elle était avec toi au restaurant. Elle a menti. Je sais, ma chérie. Ça va aller. S'il te plaît, ne pleure pas, m'a dit. Comment tout va-t-il aller? Elle s'assit, ses larmes tristes se transformant en larmes de colère. Ma propre mère vient de me mentir. Elle est à un rendez-vous. Papa, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'en ai aucune idée, dis-je. M'a dit, je suis perdu ici. Je suis venu discuter avec toi pour mettre mes idées en ordre. J'aurais dû penser que tu me poserais des questions. Je suis désolé. Ce n'est pas ta faute. Elle attrapa des mouchoirs, essuya ses yeux et se moucha. Elle me regarda, puis s'allongea sur Rusty, qui renifla en signe d'objection. Après quelques minutes, elle revint vers moi, se blottissant contre mon flanc. Rusty me calme toujours, dit-elle. Te serrer dans mes bras me calme toujours, lui dis-je. Tu sens meilleur que Rusty. Elle gloussa. Il est un peu puant. Parle-moi, papa. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui se passe entre toi et maman? Qu'est-ce que tu vas faire? J'adorerais répondre, mais je ne sais pas. Je suis choqué. Pendant une minute, elle resta silencieuse. Nous devrions appeler Carrie, dit-elle. Elle sortit son téléphone. Hey, Carrie, où es-tu? J'ai besoin que tu viennes ici tout de suite. Non, c'est très important. Je te vois bientôt. Elle est chez Stubb, dit Maddy, en se référant au célèbre restaurant de barbecue du centre-ville. C'est un club à proximité. Elle doit prendre un Uber. Nous mangions du pop-corn et buvions du vin, parlant doucement de ce qui pouvait se passer avec Vicky. Carrie arriva environ 20 minutes plus tard. Elle salua Rusty puis nous rejoignit sur le canapé. Carrie, de 3 ans plus âgée que Maddy, avait toujours été proche de sa sœur. Maddy était une petite blonde comme sa mère, tandis que Carrie était plus grande avec les cheveux et les yeux de sa mère, une version légèrement plus grande et plus foncée de Vicky. Elle nous serra tous les deux dans ses bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'urgence? J'étais à une fête. Tout va intérêt à aller bien. Maddy la regarda avec incrédulité. Ce n'est pas bon. Tu es défoncé? Carrie rit. J'ai bu 2 margaritas et un cocktail. D'accord, papa. Va faire du café, ordonna Maddy. C'est sérieux, Carrie. Le temps que j'ai fait le café et que Carrie ait sa 2e tasse, Maddy lui avait tout raconté. Carrie semblait secouée. Papa, il y a autre chose, n'est-ce pas? Vous vous êtes disputés?
Des problèmes dans la chambre à coucher? Nous nous disputons parfois, oui, mais pas plus que lorsque vous viviez à la maison. La plupart du temps, nous nous disputons aussi à votre sujet, dis-je. Maddy me donna un coup de poing dans le biceps. Et, gloussai-je. Pas de problème dans la chambre à coucher à ma connaissance. S'il y en a, votre mère n'a rien dit. Il faut que je lui parle, dit Carrie. Maddy, vous deux, vous devez lui parler. Papa, pourquoi n'es-tu pas resté et ne lui as-tu pas parlé? Peut-être que j'aurais dû. J'ai admis que j'étais trop en colère. Elle l'a annoncé si froidement. Maddy me serra. Je sais, papa, mais nous devons tous lui parler. Quand pourras-tu lui parler sans perdre ton calme? Je ne sais pas, dis-je. J'espère que ce sera bientôt. Je ne peux plus supporter ça longtemps. Je vais aller au lac, essayer de me détendre et de reprendre le contrôle. Je viens avec toi, dit Maddy. Laisse-moi prendre mon sac et une couverture pour Rusty. Elle fit une pause. Donne une cigarette à papa, dit-elle à Carrie. Carrie me regarda. Interrogative. J'acquiesçai et elle m'a tendu un paquet. Je n'étais pas un fumeur régulier, mais le stress exigeait parfois des mesures désespérées. Je ne savais pas que tu fumais encore, papa. Carrie a dit, pas vraiment. Seulement quand je suis complètement stressé. Comme maintenant. Comme maintenant. Nous avons roulé jusqu'au lac Ladybird dans mon pick-up. La maison du lac était notre refuge du week-end, un chalet modeste niché parmi les cyprès le long du rivage. Je l'avais acheté il y a des années comme investissement, mais elle était devenue le lieu d'évasion de notre famille loin de la ville. Le trajet à travers le trafic d'Austin en soirée me laissait le temps de réfléchir, mais mes pensées ne cessaient de revenir à l'annonce désinvolte de Vicky. Depuis combien de temps planifiait-elle cela? Y avait-il déjà quelqu'un en particulier? Papa, tu serres le volant assez fort, a observé Maddy depuis le siège passager. J'ai forcé mes mains à se détendre. Désolé, ma puce. Tout ça me secoue. Je vois, mais on va s'en sortir. D'accord, quoi qu'il arrive, Carrie et moi sommes là pour toi. Lorsque nous sommes arrivés à la maison du lac, j'ai déverrouillé la porte et allumé les lumières. L'odeur familière de cèdre et d'air du lac me calmait habituellement. Mais ce soir, c'était différent, comme si je voyais l'endroit avec un regard nouveau. Maddy a laissé Rusty sortir explorer le jardin pendant que j'ouvrais les fenêtres pour laisser entrer la brise du soir. Les sons du lac, le doux clapotis contre le quai, l'appel lointain d'un huard, ont commencé à opérer leur magie. « Tu veux une bière ?» ai-je demandé, en ouvrant le réfrigérateur. Bien sûr. Maddy s'est installée sur les chaises de terrasse et je l'ai rejointe avec 2 bouteilles de Lone Star. Nous nous sommes assis en silence confortable un moment, regardant les lumières d'en face du lac se refléter sur l'eau. La ligne d'horizon d'Austin brillait au loin, mais ici, on avait l'impression d'être à des kilomètres de la civilisation. Cet endroit me fait toujours du bien, a finalement dit Maddy. Moi aussi. J'ai pensé à passer plus de temps ici. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pris une longue gorgée de ma bière. Je ne sais pas encore. Peut-être que j'ai besoin d'espace pour réfléchir. Mon téléphone a vibré avec un message de Vicky. Il faut qu'on parle. Où es-tu? J'ai montré le message à Maddy. Elle a secoué la tête. Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite, papa. Je sais, mais une partie de moi voulait comprendre ce qui se passait dans l'esprit de Vicky. Comment étions-nous passés d'un mariage normal à ça en l'espace d'une soirée? Papa, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Maman et toi étiez-vous vraiment heureux? Je veux dire, avant aujourd'hui. J'ai réfléchi attentivement à sa question. Je croyais que oui. Nous avions nos routines, nos désaccords, mais rien de majeur. Du moins, rien dont j'étais conscient, et tu n'avais aucune idée qu'elle se sentait agitée. Aucune. Si j'en avais eu une, peut-être aurions-nous pu en parler, travailler sur ce qui la préoccupait. Maddy s'est penchée en avant sur sa chaise. Et si ce n'était qu'une crise de la quarantaine, comme si elle allait s'en remettre? Peut-être, ai-je dit, même si je n'étais pas convaincu. La façon dont Vicky avait présenté son plan si concrètement suggérait qu'elle y pensait depuis un certain temps. Ou peut-être, a continué Maddy, qu'elle te teste d'une manière ou d'une autre, comme si elle voulait voir ta réaction. Si c'est ça. Elle a eu sa réponse. Nous avons fini nos bières tandis que les dernières lueurs s'éteignaient dans le ciel.
Le lac était devenu silencieux, à l'exception des doux bruits de la nuit qui s'installaient. Je devrais probablement te ramener à ton appartement. Tu as cours demain. Je ne m'inquiète pas pour les cours en ce moment, papa. Je m'inquiète pour toi. Je vais bien, Maddie. Ce n'est pas ton fardeau à porter. Peut-être pas, mais tu es mon père. Bien sûr que je vais m'inquiéter. Alors que nous retournions vers le campus, mon téléphone a sonné. Le nom de Carrie est apparu sur l'écran. Papa, j'ai essayé d'appeler maman. Elle ne répond pas. Je commence à m'inquiéter. Elle nous donne probablement juste un peu d'espace, ai-je dit, bien que je ressente moi-même une pointe d'inquiétude. Peut-être, mais ce n'est pas son genre. Même quand vous vous êtes disputés avant, elle n'a jamais juste disparu. J'ai jeté un coup d'œil à Maddie, qui écoutait attentivement. Carrie, pourquoi tu ne rentres pas chez toi pour dormir? On essaiera de régler ça demain. Tu rentres chez toi. Je ne suis pas encore sûr. Papa, s'il te plaît, ne fais rien de fou. D'accord, je ne le ferai pas. Je te le promets. Après avoir déposé Maddie à son appartement, je suis resté assis dans le parking quelques minutes, essayant de décider quoi faire ensuite. Entrer à la maison signifiait potentiellement faire face à Vicky, et je n'étais pas encore prêt pour cette conversation. La maison du lac me semblait soudain très attrayante. Je suis retourné au lac Lady Bird, cette fois seul avec mes pensées. La maison semblait différente sans Maddie, plus vide, mais aussi plus paisible. Je me suis versé un whisky et je me suis assis sur la terrasse, regardant l'eau sombre. Mon téléphone a vibré de nouveau. Un autre message de Vicky. Jacques, s'il te plaît, rentre à la maison. Il faut qu'on en parle comme des adultes. J'ai fixé le message longtemps avant de répondre. Pas ce soir. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Combien de temps? Je ne sais pas, le téléphone est resté silencieux après cela. J'ai passé l'heure suivante à me promener autour de la propriété, me remémorant tous les week-ends que nous avions passés ici en famille. Maddie apprenant à faire du ski nautique derrière notre petit bateau. Carrie lisant des romans dans le hamac tendu entre deux chênes. Vicky et moi faisant des grillades pendant que les filles jouaient avec le chien que nous avions à l'époque. Ces souvenirs semblaient précieux maintenant, mais aussi fragiles, comme s'ils appartenaient à la vie de quelqu'un d'autre. Finalement, je suis rentré et je me suis allongé sur le canapé, sans prendre la peine de monter dans la chambre. Le sommeil est venu par intermittence, interrompu par des rêves étranges et les bruits inconnus d'être seul dans la maison. Je me suis réveillé avant l'aube, mon téléphone sonnant. Le nom de Carrie sur l'écran. Papa, je suis désolé d'appeler si tôt, mais je suis vraiment inquiète pour maman. Elle n'est jamais rentrée hier soir. Je me suis assis, instantanément alerte. Comment ça, elle n'est jamais rentrée? Je suis passé devant la maison vers minuit. Sa voiture n'était pas là et toutes les lumières étaient éteintes. J'ai essayé de l'appeler de nouveau ce matin, directement sur la messagerie vocale. Un froid s'est installé dans mon estomac. Quoi qu'il arrive à notre mariage, la disparition de Vicky pendant la nuit changeait considérablement la donne. Je rentre en ville, ai-je dit. Rejoins-moi à la maison dans 1 heure. Devrions-nous appeler la police? Vérifions quelque chose d'abord. Peut-être est-elle restée chez une amie. Mais même en disant cela, je ne pouvais penser à aucune amie avec qui Vicky était assez proche pour passer la nuit sans prévenir. La plupart de notre cercle social était basé sur des amitiés de couple, des gens qui trouveraient étrange qu'elle se présente seule avec des problèmes conjugaux. Je suis retourné à Austin plus vite que je n'aurais dû, mon esprit s'emballant de possibilités. Avait-elle réellement mis à exécution ses projets de rendez-vous? Restait-elle chez cet homme mystérieux qu'elle avait mentionné? La pensée me tordait l'estomac, mais je me suis forcé à me concentrer sur l'inquiétude immédiate, était-elle en sécurité? Carrie m'attendait dans l'allée à mon arrivée. Elle avait l'air fatiguée et inquiète, ses cheveux tirés en une queue de cheval désordonnée. Des nouvelles, ai-je demandé. Rien. J'ai même vérifié ses réseaux sociaux. Pas de publication depuis hier après-midi. Nous sommes entrés ensemble. La maison semblait étrangement normale. Vaisselle dans l'évier du dîner, la tasse de café de Vicky sur le comptoir, ses lunettes de lecture sur la table de la cuisine, mais son sac à main avait disparu avec ses clés de voiture. Tu as vérifié à l'étage, ai-je demandé. Je ne voulais pas y aller sans toi. Nous sommes montés dans notre chambre. Le lit était fait, mais cela ne nous disait pas grand-chose.
Vicky faisait toujours le lit le matin. J'ai vérifié son placard et sa commode. Autant que je pouvais le dire, rien ne manquait, sauf ce qu'elle aurait pu porter la veille au soir. On dirait qu'elle n'a pas fait ses bagages pour partir quelque part, a observé Carrie. Non, on dirait que non. J'étais sur le point de suggérer d'appeler la police quand mon téléphone a sonné. Le nom de Vicky sur l'écran. J'ai répondu immédiatement. Vicky, où es-tu? Je vais bien, Jacques. Je suis désolé. J'ai inquiété tout le monde. Où as-tu passé la nuit? Il y a eu une pause. Chez une amie. Quelle amie? Ça n'a pas d'importance. Je rentre à la maison maintenant. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de bien plus que de la nuit dernière, ai-je dit. Je sais. Je serai là dans 20 minutes. J'ai raccroché et j'ai regardé Carrie. Elle va bien. Elle rentre à la maison. Dieu merci, mais papa, chez une amie? Ça peut vouloir dire n'importe quoi. Je sais. Nous sommes descendus attendre. Carrie a fait du café pendant que je me tenais à la fenêtre de la cuisine, guettant la voiture de Vicky. Mon soulagement qu'elle soit en sécurité était déjà remplacé par la colère et le chagrin concernant l'endroit où elle avait passé la nuit. Lorsque la Honda de Vicky s'ingarait dans l'allée, j'ai senti ma mâchoire se serrer. Elle avait le même air que d'habitude, parfaitement apprêtée, malgré avoir supposément passé la nuit dehors. De la maison. Elle a franchi la porte d'entrée et s'est arrêtée en nous voyant, Carrie et moi, l'attendre. Carrie, ma chérie, je suis désolé que tu te sois inquiétée. Maman, où étais-tu? La voix de Carrie était nouée par l'émotion. J'ai dit à ton père que j'étais avec une amie. Quelle amie, maman? Parce que j'ai appelé toutes celles auxquelles j'ai pu penser. Vicky a jeté un coup d'œil vers moi, puis vers Carrie. C'est compliqué, ma puce. Non, ça ne l'est pas, dis-je. Soit tu étais avec une amie, ce qui serait parfaitement normal, soit tu ne l'étais pas. Alors? Vicky a posé son sac sur la table et a pris une profonde inspiration. J'étais avec David. Qui est ce David, bon sang? A exigé Carrie. C'est quelqu'un que j'apprends à connaître. La désinvolture avec laquelle elle l'a dit m'a fait bouillir le sang. Tu l'apprends à connaître depuis combien de temps? Quelques semaines. Quelques semaines. J'ai répété les mots, essayant de les digérer. Et hier soir, c'était quoi exactement? C'était un dîner, Jacques. Juste un dîner. Mais il s'est fait tard, nous avons parlé longtemps et je n'avais pas envie de rentrer. Alors, tu es resté chez lui, dans la chambre d'amis. Je l'ai regardé, incrédule. Tu t'attends vraiment à ce que je croie ça? C'est la vérité. Carrie fixait sa mère comme si elle ne l'avait jamais vue auparavant. Maman, tu as une liaison? Non, ma puce. Je n'en ai pas. Mais j'essaie de savoir si j'en ai envie. La franchise brutale de sa réponse a frappé la pièce comme un coup physique. Carrie a halté et j'ai senti quelque chose se briser complètement en moi. Eh bien, dis-je finalement. Au moins, tu es honnête maintenant. Jacques, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Que tu vois un autre homme dans mon dos depuis des semaines. Que tu essaies de savoir si tu veux me tromper. Qu'est-ce qui a besoin d'être expliqué exactement? Vicky nous a regardés, Carrie et moi, avec impuissance. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Comment voulais-tu que ça se passe? A demandé Carrie, la voix tremblante. Je ne sais pas. Je me sens juste, je me suis senti tellement coincé, tellement ennuyé partout. Et puis j'ai rencontré David à cette conférence à Dallas, et il était intéressant et drôle et est marié. J'ai demandé, divorcer. Comme c'est pratique. Jacques, tu n'écoutes pas. J'essaie de te dire que je t'aime, mais je me sens aussi comme si je disparaissais. Comme si je n'étais que la femme de Jacques et la mère des filles, mais je ne suis plus Vicky. Je l'ai fixé, essayant de comprendre comment la femme avec qui j'étais marié depuis 23 ans était devenue cette étrangère debout dans notre cuisine. Alors, ta solution est de sortir avec d'autres hommes. Je ne sais pas quelle est ma solution. C'est ce que j'essaie de comprendre. Carrie s'est levée brusquement. Je ne peux plus écouter ça. Elle a regardé sa mère, les larmes aux yeux. Maman, je ne sais même plus qui tu es en ce moment. Elle a attrapé ses clés et s'est dirigée vers la porte. Carrie, attends.
a appelé Vicky. Non, maman. Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. La porte d'entrée a claqué derrière elle. Vicky et moi sommes restés dans le silence soudain. Le poids de ce qui venait de se passer s'installant entre nous. Ce n'est pas comme ça que je voulais que les filles l'apprennent, dit-elle doucement. Comment voulais-tu qu'elles l'apprennent? Comptais-tu les préparer doucement à l'idée que leur mère traverse une crise de la quarantaine et veut sortir avec d'autres hommes? Je ne traversais pas de crise de la quarantaine. J'essayais de savoir qui je suis en trompant ta famille. En explorant mes options, tes options? J'ai secoué la tête. Vicky, tu t'entends? Tu parles de notre mariage comme si c'était une décision commerciale que tu dois reconsidérer. Peut-être que ça l'est. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. J'ai réalisé à cet instant que cette conversation n'allait pas se terminer par des excuses et des promesses de tout arranger. C'était quelque chose de bien plus grand et de plus fondamental. Je pense, dis-je prudemment, que tu dois prendre une décision. Quel genre de décision? Si tu veux être marié à moi ou non. Parce que ce terrain d'entente que tu essaies d'occuper, où tu es ma femme mais aussi libre d'explorer des relations avec d'autres hommes, ça ne marchera pas pour moi. Jacques, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas trouver un moyen de surmonter ça? Surmonter quoi? Ton désir de sortir avec d'autres personnes? Non, Vicky. Nous ne pouvons pas surmonter ça. Soit tu veux être marié à moi exclusivement, soit tu ne le veux pas. C'est aussi simple que ça. Elle est restée silencieuse un long moment et je pouvais la voir lutter intérieurement. Et si je disais que j'avais besoin de temps pour y réfléchir? Alors je dirais que tu m'as déjà donné. Et ta réponse? Que veux-tu dire? Si tu dois réfléchir à si tu veux être marié à moi, alors tu ne le veux pas. Une femme qui veut vraiment être mariée n'a pas besoin de temps pour considérer ses options. Ce n'est pas juste, Jacques. Juste. J'ai ri, mais sans humour. Tu veux parler de ce qui est juste? Était-ce juste de me prendre au dépourvu avec ça hier soir? Était-ce juste de mentir à Carrie sur l'endroit où tu étais? Était-ce juste de passer des semaines à connaître un autre homme sans le dire à ton mari? J'essayais de te protéger. Non, tu essayais de te protéger toi-même. Tu voulais garder ton filet de sécurité pendant que tu tâtais le terrain avec quelqu'un d'autre. La vérité de ce que j'avais dit a semblé la frapper, car elle a détourné le regard. Je pense, dis-je, que tu devrais rester ailleurs pendant un certain temps. Nous donner à tous les deux de l'espace pour comprendre ce que nous voulons. Tu me mets à la porte de ma propre maison. Je suggère qu'une certaine séparation pourrait être saine en ce moment. Cette maison, cette vie, elles sont bâties sur l'hypothèse que nous sommes tous deux engagés dans notre mariage. Si tu n'es pas sûr de cet engagement, alors peut-être ne devrais-tu pas être ici. Vicky m'a fixé un long moment, et j'ai pu voir l'instant précis où elle est passée de la défensive à la défiance. D'accord, dit-elle. Peut-être as-tu raison. Peut-être que j'ai besoin d'espace pour y voir plus clair. Où iras-tu? Je trouverai. Elle s'est retournée et est montée à l'étage, sans doute pour faire ses bagages. J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir et se fermer, le bruit de ses déplacements dans ce qui avait été notre chambre il y a seulement 2 jours. Quand elle est redescendue avec une valise, elle s'est arrêtée devant la porte d'entrée. Jacques, je veux que tu saches que je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal, ni à toi ni aux filles. Mais tu nous as fait du mal, Vicky. Et le fait que ce n'était pas intentionnel ne rend pas la douleur moins vive. Elle a hoché la tête, l'air soudainement plus petite que je ne l'avais vue depuis des années. Je t'appellerai dans quelques jours. Prends tout le temps qu'il te faut. Après son départ, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai essayé de digérer ce qui venait de se passer. En l'espace de 24 heures, mon mariage était passé de la routine et du confort à un déchirement complet. J'ai d'abord appelé Maddy, puis Carrie, et j'ai arrangé un dîner avec elles deux. Elles méritaient de savoir ce qui s'était passé, et je devais les rassurer que, quoi qu'il arrive entre leur mère et moi, ma relation avec elles ne changerait pas. Ce soir-là, dans un restaurant tranquille près du campus, je leur ai raconté ma conversation avec leur mère. Alors, elle part vraiment? A demandé Maddy. Pour l'instant, oui. Et elle reste chez ce David? Je ne sais pas. Je n'ai pas demandé. Carrie était restée plutôt silencieuse tout au long du dîner, picorant sa nourriture. Finalement, elle a levé les yeux vers moi. Papa, ça va? Je veux dire, vraiment?
J'ai réfléchi à la question. Est-ce que ça allait? J'étais blessé, en colère, confus et effrayé par ce que l'avenir réservait. Mais sous tout ça, il y avait autre chose. Un sentiment de soulagement que la mascarade soit terminée. Je pense que ça ira, dis-je. Ça va prendre du temps, mais je pense que ça ira. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A demandé Maddy. Honnêtement, je ne sais pas, ma puce. Votre mère dit qu'elle a besoin de temps pour réfléchir, alors je suppose que nous attendons de voir ce qu'elle décidera. Et si elle décide qu'elle veut ce David à la place de notre famille, la douleur dans la voix de Maddy m'a brisé le cœur. Alors nous y ferons face quand ça arrivera. Mais quoi que ta mère décide, vous deux restez mes filles, et ça ne changera jamais. Tu vas te battre pour elle? A demandé soudainement Carrie. Que veux-tu dire? Je veux dire, vas-tu essayer de la reconquérir? Vas-tu rivaliser avec cet autre homme? J'y ai réfléchi un instant. Carrie, si ta mère veut être avec quelqu'un d'autre, alors se battre pour elle ne ferait que retarder l'inévitable. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à vouloir être marié avec toi. Tout ce que tu peux faire, c'est être honnête sur ce que tu veux et espérer que l'autre personne ressente la même chose. Mais tu veux qu'elle revienne, n'est-ce pas? Je veux que la femme que j'ai épousée revienne, mais je ne suis pas sûr que cette femme existe encore. Les semaines qui ont suivi ont été étranges et difficiles. Vicky appelait occasionnellement, des conversations brèves où elle m'assurait qu'elle allait bien et me posait des questions sur les filles. Elle était chez une amie, disait-elle, bien qu'elle n'ait jamais non spécifié quelle amie ou où. Maddy et Carrie luttaient avec leurs propres sentiments concernant les choix de leur mère. Maddy était en colère et le disait haut et fort. Carrie était plus silencieuse, mais semblait plus blessée qu'en colère. Je me retrouvais à passer de plus en plus de temps à la maison du lac. C'était paisible là-bas, et je pouvais réfléchir plus clairement loin des souvenirs incrustés dans chaque recoin de notre maison familiale. Un soir, environ un mois après le départ de Vicky, j'étais assis sur le quai, regardant le coucher de soleil, quand mon téléphone a sonné. Le nom de Vicky s'affichait. Salut, Jacques. Salut. Comment vas-tu? J'ai beaucoup réfléchi et je crois savoir ce que je veux faire. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Qu'est-ce que c'est? Je veux essayer de sauver notre mariage, mais je veux que nous allions en thérapie. Je veux que nous trouvions comment être heureux ensemble à nouveau. Je suis resté silencieux un long moment, essayant de démêler mes sentiments. Il y a un mois, cet appel aurait été exactement ce que j'espérais. Mais maintenant, Vicky, et David? J'ai rompu avec David. Ce n'était pas ce que je pensais que ce serait. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, j'ai réalisé que fuir mes problèmes n'allait pas les résoudre. Et j'ai réalisé que quels que soient les problèmes que j'ai avec notre mariage, ils ne seront pas réglés en étant avec quelqu'un d'autre. Alors, tu reviens parce que ça n'a pas marché avec lui. Non, Jacques. Je reviens parce que je réalise que je t'aime et que j'aime notre vie ensemble, et je veux me battre pour ça. Même si cela signifie renoncer à ta liberté d'explorer d'autres relations? Oui, même si cela signifie ça. J'ai regardé le lac, observant un grand héron bleu immobile dans les eaux peu profondes, attendant le moment parfait pour frapper. Je ne sais pas, Vicky. Comment ça, tu ne sais pas? Je veux dire, il y a un mois, j'aurais dit oui sans hésiter. Mais j'ai eu le temps de réfléchir aussi. Et qu'est-ce que tu as pensé? J'ai pensé à la confiance, au respect, et à la question de savoir si un mariage peut survivre quand une personne décide unilatéralement de changer les règles. Jacques, j'essaie de réparer les choses. Je sais, mais je ne suis pas sûr que ça puisse être réparé. Je ne suis pas sûr de pouvoir te regarder de la même façon à nouveau. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Alors, qu'est-ce que tu dis? Demanda-t-elle finalement. Je dis que j'ai besoin de plus de temps pour y réfléchir. Combien de temps? Je ne sais pas. Peut-être devrions-nous parler à des avocats au lieu de conseiller. Tu veux divorcer? Je ne sais pas ce que je veux, Vicky, mais je sais que je ne peux pas faire comme si tout était normal. Jacques, s'il te plaît, ne prends pas de décision définitive tant que tu es en colère. Je ne suis plus en colère. C'est ça le problème. Je suis juste fatigué. Après avoir raccroché, je suis resté assis sur le quai jusqu'à ce que l'obscurité totale s'installe sur le lac.
La conversation ne s'était déroulée comme aucun de nous ne l'avait espéré. J'en étais sûr, mais pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression d'être honnête avec elle et avec moi-même. Quoi qu'il arrive ensuite, ce serait basé sur la réalité plutôt que sur l'espoir ou la peur. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. 2 mois plus tard, j'étais assis dans une salle de conférence en centre-ville, finalisant les détails de notre accord de divorce. Vicky s'y était opposée au début, insistant pour que nous essayions la thérapie, mais ma décision était prise. Le processus fut étonnamment simple. Nous étions mariés depuis assez longtemps, et nos finances étaient suffisamment organisées pour qu'il n'y ait pas beaucoup de décisions compliquées à prendre. Vicky a gardé la maison de Westlake. J'ai gardé la maison du lac. Nous avons partagé nos comptes de retraite et autres actifs à parts égales. Le plus difficile fut d'annoncer à Maddie et Carrie que le divorce était définitif. Elles espéraient toutes les deux que nous trouverions un moyen de nous réconcilier malgré tout ce qui s'était passé. Je suis désolé que ça se termine ainsi, leur ai-je dit pendant le dîner dans notre restaurant habituel. Je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez. Ce n'est pas ta faute, papa, dit Maddie. C'est maman qui a fait éclater notre famille. Ce n'est pas entièrement la faute de votre mère non plus, ai-je dit. Le mariage est compliqué. Parfois les gens s'éloignent et parfois ils veulent des choses différentes. Ça ne signifie pas que quelqu'un est une mauvaise personne. Tu vas aller bien, demanda Carrie. Je pense que oui. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Et c'est ce que je ressentais pour la première fois depuis des mois. J'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. L'incertitude était terminée. Les décisions avaient été prises et maintenant je pouvais aller de l'avant. J'ai commencé à passer la plupart de mon temps à la maison du lac, n'allant en ville que lorsque c'était nécessaire. J'ai acheté un bateau et passé des heures à pêcher sur le lac Lady Bird. J'ai lu des livres que je voulais lire depuis des années. J'ai appris à cuisiner pour une seule personne. Maddie venait souvent, parfois avec Rusty pour le week-end. Carrie venait moins fréquemment, mais restait plus longtemps quand elle venait. Ma relation avec les 2 filles s'est en fait renforcée après le divorce. Sans la tension d'essayer de servir de médiateur entre leurs parents, nous pouvions juste être père et fille. J'ai pensé occasionnellement à fréquenter quelqu'un, mais c'était trop tôt. J'étais encore en train de comprendre qui j'étais en tant qu'homme célibataire après 23 ans de mariage. Un soir de fin d'automne, je me promenais le long du rivage quand j'ai rencontré ma voisine, Madame Anderson, qui vivait dans la cabane d'Axe en Grave-Côté. Jacques, je ne vous ai pas beaucoup vu ces derniers temps. Je me suis surtout tenu à l'écart. Eh bien, c'est compréhensible étant donné tout ce que vous avez traversé, mais vous savez, il y a un groupe d'entre nous qui se réunit tous les vendredis soirs au restaurant de la Marina. Rien de fantaisiste, juste un dîner et des conversations. Vous devriez venir un de ces jours. C'est gentil à vous, Madame Anderson, mais je ne suis pas encore vraiment prêt à socialiser. Je comprends, mais quand vous serez prêt, l'invitation tient toujours. À l'approche de l'hiver, j'ai réalisé que je vivais à la maison du lac depuis plusieurs mois sans aucun plan réel pour l'avenir. J'étais à l'aise et satisfait, mais je n'avançais sur rien. C'est alors que j'ai commencé à penser à faire un changement plus radical. J'avais toujours été intéressé par les voyages, mais Vicky préférait les endroits familiers et les routines. Maintenant, pour la première fois depuis des décennies, je pouvais aller où je voulais. J'ai commencé à chercher des endroits où les Américains pouvaient vivre à des prix abordables et confortablement. Le Mexique m'a attiré, assez proche pour rendre visite aux filles facilement, mais assez loin pour que cela ressemble à un vrai changement. Quand j'ai mentionné l'idée à Maddie lors d'une de ses visites, elle a d'abord été réticente. « Papa, tu ne peux pas juste t'enfuir au Mexique. » « Je ne m'enfuis pas. Je recommence à zéro. » « Et nous ? Et ta vie ici ? » ?»« Vous serez toujours la chose la plus importante dans ma vie, Maddie. Mais vous avez votre propre vie à vivre. Et ma vie ici, ce sont surtout des souvenirs d'un mariage qui est terminé. Nous étions assis sur la terrasse, regardant le soleil se coucher sur le lac. Rusty était étendu entre nous, ronflant paisiblement. Je suppose que je m'inquiète juste que tu prennes cette décision parce que tu es déprimé ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas déprimé, ma puce. Je suis en fait plus heureux que je ne l'ai été depuis des mois, mais je veux faire quelque chose de différent avec le prochain chapitre de ma vie. Et ton entreprise? J'y ai réfléchi aussi. Mon entreprise de fabrication était florissante et se gérait en grande partie toute seule à ce stade.
Je pourrais facilement la gérer à distance ou même la vendre si je décidais de prendre ma retraite complète. J'ai des options de ce côté-là. Le fait est que, pour la première fois de ma vie d'adulte, je peux choisir ce que je veux faire en me basant purement sur ce qui me rendrait heureux. Maddie est restée silencieuse un moment, digérant ce que j'avais dit. Où au Mexique pensais-tu aller? Quelque part avec un lac. Je me suis habitué à vivre au bord de l'eau, et tu serais vraiment d'accord d'être si loin de nous? Maddie, d'Austin au centre du Mexique, c'est un vol de 3 heures. Je pourrais vous rendre visite plus souvent que je ne le fais maintenant. Cela sembla la rassurer un peu. Quelques jours plus tard, Carrie a appelé avec une nouvelle surprenante. Papa, j'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le Mexique. Oh, et si je venais avec toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, et si je prenais une année sabbatique et venais avec toi? Je pourrais trouver ce que je veux faire de ma vie, et tu n'aurais pas à être seul. L'idée ne m'était pas venue, mais plus j'y pensais, plus elle me plaisait. Et ton travail? Je déteste mon travail, papa. J'avais de toute façon l'intention de démissionner. Ce pourrait être le moment idéal. Tu es sûr? C'est une grande décision. Je suis sûr. En plus, quelqu'un doit s'assurer que tu ne tombes pas amoureux d'une señorita et que tu ne reviennes jamais. J'ai ri. Je crois que j'en ai fini avec la romance pour un moment, Carrie. C'est ce que tu penses, n'est-ce pas? Mais attends qu'une belle femme mexicaine commence à t'apprendre à danser la salsa. Je ne danse pas la salsa. Tu danseras au Mexique. Malgré son ton badin, je savais que Carrie était sérieuse à ce sujet. Et plus j'y pensais, plus l'idée me plaisait. J'avais été inquiet de laisser les filles derrière moi, mais si Carrie venait avec moi, du moins au début, cela pourrait être la solution parfaite. En un mois, j'avais vendu mon entreprise de fabrication à mon ancien associé et commencé à faire de sérieux projets pour notre déménagement au sud de la frontière. Carrie a donné sa démission et a commencé à étudier l'espagnol en ligne. La veille de notre départ pour le Mexique, Maddie est venue à la maison du lac pour un dîner d'adieu. Nous trois étions assis sur la terrasse, partageant des histoires et des souvenirs. Vous allez vraiment me manquer, a dit Maddie. Tu vas nous manquer aussi, ma puce. Mais ce n'est pas un adieu pour toujours. C'est juste la prochaine aventure. Promets-moi que tu appelleras tout le temps. Je te le promets. Et promets-moi que tu reviendras si tu n'es pas heureuse là-bas. Je le promets aussi. En regardant autour de la maison du lac qui avait été mon refuge pendant la période la plus difficile de ma vie, je me sentais prêt à clore ce chapitre et à en commencer un nouveau. La douleur de la fin de mon mariage s'était estompée pour laisser place à quelque chose qui ressemblait davantage à de l'acceptation. J'avais 51 ans, je recommençais tout dans un pays étranger avec ma fille à mes côtés. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue, mais c'était la vie que je choisissais. 6 mois après que Carrie et moi nous soyons installés dans notre nouvelle vie au Mexique, j'avais trouvé une routine qui me convenait parfaitement. La propriété de 5 acres que j'avais achetée près du lac Esperanza était tout ce que j'avais espéré. Paisible, magnifique et suffisamment éloigné de mon ancienne vie pour ressembler à un véritable nouveau départ. Carrie s'était lancée dans la communauté expatriée avec un enthousiasme caractéristique. Elle avait trouvé du travail en aidant d'autres Américains à naviguer dans la bureaucratie de la vie au Mexique, et son espagnol s'était considérablement amélioré. Plus important encore, elle semblait plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années. « Papa, tu dois sortir davantage », m'a-t-elle dit un soir alors que nous étions assis sur la terrasse surplombant le lac. « Tu deviens un ermite. » Je sors. Je pêche presque tous les jours. Ce n'est pas ce que je veux dire. Et tu le sais. Quand est la dernière fois que tu as dîné avec un autre être humain qui n'était pas ta fille? J'ai réfléchi. Madame Rodriguez m'a invité à la fête d'anniversaire de son petit-fils le mois dernier. Et tu n'y es pas allé. Je ne parle pas assez espagnol pour survivre à une fête d'anniversaire d'enfant. Carrie m'a lancé le regard qu'elle avait hérité de sa mère. Celui qui disait que j'étais délibérément obtus. Il y a un nouveau restaurant en ville, a-t-elle dit. Elena S. Il s'adresse principalement à la communauté américaine, mais la cuisine est authentiquement mexicaine. Tu devrais l'essayer. Je cuisine très bien ici. Papa, je ne dis pas que tu ne sais pas cuisiner. Je dis que tu as besoin d'être entouré de gens de temps en temps. Je suis avec toi. Je suis ta fille. Ça ne compte pas. Le vendredi soir suivant,
je me suis retrouvé à conduire en direction de la ville. En partie parce que Carrie avait raison à propos de mon isolement croissant, et en partie parce qu'elle avait menacé de cacher mon équipement de pêche si je ne faisais pas un effort pour socialiser. Elenaes s'est avéré être un petit endroit élégant avec des tables à l'intérieur et sur un patio couvert surplombant la place de la ville. La propriétaire, une femme d'une soixantaine d'années aux yeux bienveillants et aux cheveux grisonnants, m'a salué en anglais. « Vous devez être l'Américain qui a acheté la propriété près du lac », a-t-elle dit. « Je suis Elena Moral. Bienvenue dans mon restaurant. Jack Mitchell. Merci. C'est un endroit magnifique. Préférez-vous à l'intérieur ou sur le patio? Le patio, si vous avez une table, bien sûr. Suivez-moi. » Elle m'a conduit à une petite table avec une vue sur la place où des couples se promenaient dans l'air du soir et des enfants jouaient autour de la fontaine. « La cuisine est occupée ce soir, » a dit Elena en me tendant un menu. « Cela vous dérangerait-il de partager une table? J'ai un autre client qui dîne seul. » Avant que je puisse répondre, elle faisait un geste vers quelqu'un derrière moi. « Sonora Thompson, voici Sonor Mitchell. Peut-être pourriez-vous vous tenir compagnie l'un l'autre. » Je me suis retourné et j'ai eu le souffle coupé. La femme qui se tenait là était magnifique. Grande et élégante, avec des cheveux auburn mi-longs qui captaient la lumière des lanternes du patio. Elle portait une simple robe blanche qui parvenait d'une manière ou d'une autre à paraître à la fois décontractée et sophistiquée. Mais ce sont ses yeux qui m'ont le plus frappé. Intelligent, chaleureux, avec une pointe d'amusement alors qu'elle constatait ma surprise évidente. « J'espère que la compagnie ne vous dérange pas, » a-t-elle dit, me tendant la main. « Je suis Eleanor Thompson, mais tout le monde de m'appelle Ellie. »« Jack Mitchell » ai-je réussi à articuler, en me levant pour lui serrer la main. Et je ne m'en plains absolument pas. Elena a rayonné comme si elle avait orchestré quelque chose de magnifique, ce que je soupçonnais être le cas. Parfait. Je vous donne à tous les deux quelques minutes pour regarder le menu. Alors qu'Ellie s'installait sur la chaise en face de moi, j'ai essayé de trouver quelque chose d'intelligent à dire à cette femme captivante qui venait de transformer un dîner ordinaire en quelque chose de beaucoup plus intéressant. « Êtes-vous déjà venu ici ?» ai-je demandé. Plusieurs fois. Elenaes est l'un de mes endroits préférés en ville. La cuisine est excellente et elle a le don de faire en sorte que tout le monde se sente bienvenu. Êtes-vous en visite dans la région où? J'habite ici une partie de l'année. J'ai une maison à environ 20 minutes de la ville, près de la rivière. Et vous? J'ai acheté une propriété près du lac il y a environ 6 mois. Ma fille et moi avons déménagé ici du Texas. Austin? J'étais surpris. Comment le saviez-vous? Simple supposition. Beaucoup d'Américains qui se retrouvent ici viennent d'Austin. Quelque chose dans la musique et l'ambiance décontractée attire les gens qui choisissent ce genre de changement de vie. Vous avez l'impression de parler d'expérience. C'est le cas. Je suis venu ici il y a 15 ans de Seattle. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Elena est apparue avec une bouteille de vin. C'est un cru local, a-t-elle dit, versant des échantillons dans nos verres, d'un vignoble juste à l'extérieur de la ville. Le vin était excellent, léger et vif, avec une complexité subtile qui témoignait d'une culture soignée. « Alors, qu'est-ce qui vous a amené au Mexique ?» a demandé Ellie après qu'Elena ait pris nos commandes. J'ai réfléchi à ce que je pouvais partager avec cette femme que je venais de rencontrer. Il y avait quelque chose chez elle qui invitait à l'honnêteté, mais je ne voulais pas l'accabler avec l'histoire de mon divorce. J'ai vendu mon entreprise et j'ai décidé que je voulais essayer quelque chose de différent. Ma fille était entre 2 emplois, alors nous avons décidé d'en faire une aventure ensemble. Quel genre d'entreprise? La fabrication? Je fabriquais des pièces pour l'équipement agricole, des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, ce genre de choses. Ah, le magnate de l'industrie, a-t-elle dit avec un sourire éclatant qui m'a fait rire. Pas tout à fait, mais c'était assez réussi pour me permettre de prendre ma retraite tôt. Si tôt que ça? J'ai 51 ans. Waouh, c'est tôt. Je suis impressionné. Et vous? Que faites-vous quand vous n'enchantez pas des inconnus au dîner? Elle a légèrement rougi au compliment. Je suis traductrice. Je travaille avec des entreprises pharmaceutiques, les aidant à naviguer dans les exigences réglementaires pour la vente de médicaments au Mexique. Ce n'est pas aussi excitant que ça en a l'air, mais ça paie bien et je peux en faire la majeure partie à distance. C'est parfait pour ce style de vie. Exactement.
Je peux vivre où je veux et travailler quand j'en ai besoin. Notre conversation a coulé facilement tout au long du dîner. Ellie était intelligente, drôle, et avait une façon d'écouter qui me donnait l'impression que tout ce que je disais valait la peine d'être entendu. Elle m'a parlé de sa maison au bord de la rivière, de son jardin où elle cultivait des légumes et des herbes, et de ses tentatives d'apprendre la poterie avec une artiste locale. Je suis nul, a-t-elle avoué. Mais il y a quelque chose de méditatif à travailler l'argile, même quand tout ce que je fais ressemble à une création d'un enfant de 5 ans très enthousiaste. J'aimerais voir votre travail un jour. Croyez-moi, vous ne voudriez pas, mais vous êtes le bienvenu pour voir mon jardin. J'en suis en fait assez fier. J'adorerais. Alors que la soirée touchait à sa fin, je me suis retrouvé réticent à la laisser se terminer. Je ne m'étais pas senti aussi engagé avec une autre personne depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir. Voudriez-vous dîner à nouveau un de ces jours, ai-je demandé alors que nous nous préparions à partir. J'espérais que vous poseriez la question, mais attention. J'ai une fille qui voudra probablement vous interroger. Quel âge ? 15 ans. Sophie, elle est très protectrice envers moi. J'ai 2 filles. Je comprends. Protectrice. Dans ce cas, pourquoi ne viendriez-vous pas chez moi vendredi prochain ? Je cuisinerai et vous pourrez rencontrer Sophie. Si elle approuve, nous pourrons considérer que la soirée est un succès. Et si elle n'approuve pas, alors nous devrons être très discrets pour nous voir. J'ai ri. J'aime ce plan de toute façon. Elle écrivit son adresse sur une serviette et me l'attendit. 19h parfait. Alors que je la raccompagnais à sa voiture, un SUV Honda raisonnable qui convenait à son élégance pratique, elle se tourna vers moi. Jacques, je suis contente qu'Elena ait décidé de jouer les entremetteuses ce soir. Moi aussi. Elle m'embrassa doucement sur la joue, et je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Un frisson d'excitation véritable quant à ce qui allait suivre. La semaine suivante passa lentement. Je me suis surpris à penser constamment à Ellie, à rejouer notre conversation et à attendre avec impatience de la revoir. Carrie remarqua immédiatement mon humeur améliorée. « Tu siffles ?» observa-t-elle au petit déjeuner le jeudi. « Je siffle parfois. »« Pas comme ça. »« Ça, c'est un sifflement joyeux. »« Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai parlé de mon dîner avec Ellie et du prochain dîner chez elle. « Papa, c'est merveilleux. Raconte-moi tout sur elle. » J'ai décrit Ellie du mieux que je pouvais, mais j'ai réalisé que les choses qui m'avaient le plus impressionné chez elle, sa chaleur, son intelligence, la façon dont elle me mettait à l'aise et me faisait me sentir intéressant n'étaient pas facilement exprimables avec des mots. « Elle semble parfaite pour toi, » dit Carrie quand j'eus terminé. « Ce n'est qu'un dîner, Carrie. Ne nous emballons pas, mais en secret, j'espérais que ce serait bien plus qu'un simple dîner. » Vendredi soir, je me suis rendu chez Ellie, suivant les indications qu'elle m'avait données. La route serpentait à travers des collines ondulantes couvertes de chênes et d'agaves, menant finalement à une allée privée fermée par un portail. J'ai appuyé sur le bouton d'appel et j'ai entendu la voix d'Ellie à travers l'interphone. « Jacques, c'est moi. Monte. » Le portail s'ouvrit et j'ai remonté une allée sinueuse jusqu'à une magnifique maison en adobe perchée sur une colline surplombant la vallée de la rivière. L'architecture était mexicaine traditionnelle, mais avec des touches modernes qui la rendaient à la fois intemporelle et contemporaine. Une adolescente ouvrit la porte d'entrée avant que je n'ai pu frapper. C'était clairement la fille d'Ellie. Les mêmes cheveux auburn, les mêmes yeux intelligents, bien que les siens arboraient un niveau de scepticisme qui me rendait nerveux. « Tu dois être Sophie, dis-je. »« Je suis Jacques. »« Je sais qui vous êtes, » dit-elle, me toisant de haut en bas avec évaluation. « Maman m'a parlé de vous. »« Que de bonnes choses, j'espère. »« Principalement. » Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire par là, Ellie apparut derrière sa fille, et j'oubliais complètement l'évaluation sceptique de Sophie. Ellie portait une robe d'été bleue qui faisait ressortir ses yeux, et ses cheveux étaient attachés en une coiffure lâche qui encadrait magnifiquement son visage. « Sophie, arrête d'intimider Jacques et laisse-le entrer. »« Je ne l'intimide pas. Je l'évalue. »« Eh bien, évalue-le pendant le dîner. »« Entre, Jacques. » La maison était aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. De hauts plafonds, des poutres en bois apparentes et de grandes fenêtres qui offraient une vue spectaculaire sur la vallée en contrebas. La décoration était un mélange de traditionnel mexicain et de contemporain américain, créant un espace à la fois exotique et confortable. « C'est incroyable, »
dis-je, suivant Ellie à travers le salon en direction de la cuisine. Merci. Il m'a fallu des années pour l'aménager comme je le voulais, mais j'adore vivre ici. Je comprends pourquoi. Sophie nous avait suivis dans la cuisine où quelque chose à l'odeur incroyable mijotait sur le feu. Qu'est-ce qu'on mange, demandai-je. Un mole poblano, dit Ellie. C'est ambitieux pour un dîner en semaine, mais je voulais t'impressionner. Considère-moi impressionné. Ça sent incroyablement bon. Ne t'emballe pas trop avant d'avoir goûté. Le mole est délicat. Il y a environ 20 ingrédients et si tu te trompes dans l'équilibre, c'est un désastre. Maman fait preuve de modestie, dit Sophie. Elle fait le meilleur mole dans 3 comtés. 3 comtés, demandai-je. J'exagère peut-être un peu, admit Sophie avec un sourire qui me rappela sa mère. Pendant le dîner, j'en appris davantage sur les 2 femmes Thompson. Sophie était en seconde au lycée, parlait couramment 3 langues et voulait devenir vétérinaire. Elle était manifestement brillante, mais possédait aussi un sens de l'humour malicieux qui rendait la conversation animée. Ellie, je l'ai découvert, avait déménagé au Mexique après son divorce. Sophie n'avait alors que 2 ans. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais vécue, dit-elle doucement, jetant un coup d'œil à Sophie. Mais venir ici, recommencer, cela nous a toutes les 2 sauvées, je crois. Je ne me souviens pas beaucoup de Seattle, ajouta Sophie. Ici, c'est ma maison. Tu regrettes les États-Unis, demandai-je à Ellie. Parfois, mais pas assez pour y retourner. Notre vie ici est bonne. Après le dîner, Sophie s'excusa pour faire ses devoirs, mais pas avant de me livrer une dernière évaluation. Vous semblez correct. Me dit-elle sérieusement. Mais si vous faites du mal à ma mère, je vous donnerai en pâture aux chèvres des voisins. Sophie, protesta Ellie. Quoi? Je ne fais qu'être clair sur les attentes. Après son départ, Ellie et moi nous sommes assis sur la terrasse avec un café, regardant la vallée sous un ciel étoilé. Elle t'apprécie, dit Ellie. Comment peux-tu le savoir? Elle a menacé de me donner en pâture aux chèvres. C'est comme ça que je sais qu'elle t'apprécie. Si elle ne t'aimait pas, elle aurait été polie. Nous avons parlé tard, abordant tous les sujets, des livres au voyage en passant par nos espoirs pour l'avenir. Je me suis retrouvé à me confier à Ellie comme je ne l'avais fait avec personne depuis des années. Lui parlant de mon divorce, de mes craintes de recommencer, de mon soulagement en découvrant que je pouvais être heureux seul. On dirait que tu as vraiment fait un travail de guérison, dit-elle. Je crois que oui. Mais je réalise aussi qu'être heureux seul et être ouvert à partager ce bonheur avec quelqu'un d'autre ne sont pas mutuellement exclusifs. Non, ils ne le sont pas, quand je suis finalement parti ce soir-là, je savais que quelque chose d'important avait changé. Ce n'était pas juste un dîner agréable avec une femme séduisante. C'était le début de quelque chose d'important. Au cours des semaines suivantes, Ellie et moi avons pris l'habitude de nous voir 2 ou 3 fois par semaine. Parfois, nous allions au restaurant, à des festivals locaux, au marché de la ville voisine. Parfois, nous restions à la maison, cuisinant ensemble ou assis près de sa cheminée à discuter jusque tard. Sophie s'est progressivement réchauffée à mon égard, surtout après que je l'ai aidée avec un projet scientifique sur la filtration de l'eau. Elle travaillait sur la conception d'un système simple pouvant être utilisé dans des villages reculés, et mon expérience en ingénierie s'est avérée utile. Vous êtes plus intelligent que vous n'en avez l'air, me dit-elle après que nous ayons démontré avec succès son prototype. Merci. Je pense que c'était un compliment. J'avais de faibles attentes envers quiconque sortirait volontairement avec ma mère. Sophie, appela Ellie depuis la cuisine où elle préparait le déjeuner. Quoi? Je suis gentille. Je tombais amoureux d'elle d'Ellie pour sa chaleur, son intelligence, et la façon dont elle me faisait me sentir la meilleure version de moi-même. Et de Sophie pour son esprit vif et sa loyauté féroce envers sa mère. La seule ombre au tableau de notre relation naissante était le fait que je n'avais pas encore parlé d'Ellie à Maddie et Carrie. Carrie savait que je voyais quelqu'un, mais j'étais resté vague sur les détails. Maddie ne savait même pas ça. 2 mois après notre premier dîner ensemble, Ellie aborda le sujet. Tu n'as pas parlé de moi à tes filles, n'est-ce pas? Nous étions assis au bord de la rivière derrière sa maison, regardant le coucher de soleil. Je t'ai mentionné à Carrie, mais pas à Maddie. Non. Tu es gêné par notre relation? Dieu non. Ellie, tu es incroyable. Je veux juste. Je ne veux pas leur compliquer les choses.
Elles s'adaptent encore au divorce de leurs parents. Jacques, ça fait 2 ans. Et d'après ce que tu m'as dit, elles semblent toutes les deux s'être bien adaptées. Elles l'ont fait, mais tu les protèges de l'idée que tu puisses être heureux avec quelqu'un qui n'est pas leur mère. Ces mots piquèrent car ils étaient justes. Peut-être, ai-je admis. Je comprends l'impulsion, mais si cette relation doit devenir sérieuse, elles doivent le savoir. C'est ce que tu veux? Que ça devienne quelque chose de sérieux. Elle se tourna vers moi, son expression douce mais déterminée. Jacques, je suis en train de tomber amoureuse de toi. Je pense que tu es aussi en train de tomber amoureux de moi. Alors oui, je veux que ce soit sérieux. Je suis en train de tomber amoureux de toi, ai-je dit. Je le suis probablement déjà. Alors parle à tes filles. Elles méritent de savoir que leur père a trouvé quelqu'un qui le rend heureux. Ce soir-là, j'ai appelé Maddy. Papa, comment vas-tu? Comment est le Mexique? Le Mexique est génial. Écoute, Maddy, je voulais te parler de quelque chose. Tout va bien? Tu as l'air nerveux. Tout va bien. Mieux que bien, en fait. J'ai rencontré quelqu'un. Il y eut un silence. Rencontrer quelqu'un comme un ami ou rencontrer quelqu'un comme une femme. La femme que je vois. Elle s'appelle Eleanor Thompson, Ellie. Elle est merveilleuse, Maddy. Je pense que tu l'aimerais beaucoup. Waouh. D'accord. C'est une bonne nouvelle, non? Tu as l'air heureux. Je suis heureux. Très heureux. Alors je suis contente pour toi, papa. Parle-moi d'elle. J'ai passé l'heure suivante à décrire Ellie et Sophie, leur vie au Mexique, et comment elles avaient toutes les deux enrichi mon monde de manières inattendues. Elle a une fille adolescente? Demanda Maddy. Sophie, elle a 15 ans. Brillante. Et elle s'est auto-proclamée la protectrice d'Ellie. Ça me rappelle quelqu'un que je connais. Tu veux dire toi? Je veux dire moi. Quand est-ce qu'on pourra les rencontrer? J'espérais que toi et Carrie pourriez venir nous voir pour Noël, si cela vous convenait. Papa, bien sûr que cela nous convient. Nous voulons rencontrer la femme qui t'a rendu heureux à nouveau. La conversation avec Carrie fut tout aussi positive, bien qu'elle ait admis soupçonner que quelque chose de sérieux se développait. Tu as été différent lors de nos appels ces derniers temps, dit-elle. Plus léger, comme si tu avais retrouvé le goût de la vie. Ellie et Sophie y ont définitivement contribué. J'ai hâte de les rencontrer. Et papa, je suis vraiment contente que tu aies trouvé quelqu'un. Tu mérites d'être heureux. Noël au Mexique s'est avéré magique. Maddy et Carrie sont arrivés le 20 décembre, et j'étais nerveux quant au déroulement de la première rencontre. Mes inquiétudes se sont avérées infondées. Ellie et Sophie avaient préparé un festin mexicain pour notre premier dîner ensemble, et la conversation a coulé facilement dès le début. Maddy et Sophie se sont liées grâce à leur amour commun des animaux, tandis que Carrie et Ellie ont découvert qu'elles parlaient toutes les deux français et ont passé une partie de la soirée à s'exercer l'une avec l'autre. Papa, elle est parfaite pour toi, chuchota Maddy pendant que nous rangions après le dîner. Tu le penses vraiment? Absolument, et Sophie est incroyable. Je comprends pourquoi tu les aimes toutes les deux. La semaine entre Noël et le Nouvel An passa dans un tourbillon de visites touristiques, de repas préparés ensemble et de longues conversations au coin du feu. Mes filles et celles d'Ellie formèrent un lien improbable mais solide, Carrie et Maddy traitant Sophie comme la petite sœur qu'elle n'avait jamais eue. Le soir du réveillon du Nouvel An, nous sommes tous allés sur la place du village pour la célébration. À mesure que minuit approchait, je me suis retrouvé debout avec Ellie, à l'écart des filles qui riaient de quelque chose près de la fontaine. Cette semaine a été la meilleure, dit Ellie, en s'appuyant contre moi. La meilleure année, ai-je corrigé. T'avoir rencontré a tout changé pour moi. Pour moi aussi. Lorsque les feux d'artifice ont commencé à minuit, je l'ai embrassé pleinement pour la première fois devant mes filles. Quand nous nous sommes séparés, les 3 filles acclamaient. Cette nuit-là, après que Maddy et Carrie furent allées se coucher dans la chambre d'amis chez Ellie, je me suis assis sur la terrasse, pensant à quel point ma vie avait changé radicalement en un peu plus d'1 an. Papa, dit Carrie, apparaissant à mes côtés, enveloppée dans une couverture. Je n'arrive pas à dormir. Trop excité. Je pense que cet endroit, Ellie et Sophie, te voir si heureux, c'est beaucoup à assimiler. Une bonne chose à assimiler ou une chose accablante? Assurément une bonne chose. Papa, il faut que je te dise quelque chose.
Qu'est-ce que c'est? J'ai pensé à rester au Mexique de façon permanente. C'était inattendu. Vraiment? J'adore cet endroit. J'adore le travail que je fais. J'adore la communauté et j'adore te voir si heureux. Je sais que je suis venu à l'origine pour te tenir compagnie, mais maintenant je reste parce que je me sens ici comme à la maison. Carrie, c'est merveilleux, mais es-tu sûr? Qu'en est-il de ta vie aux États-Unis? Quelle vie? Je détestais mon travail. Je n'avais rien trouvé qui me passionnait et la plupart de mes amis étaient encore en train de trouver leur propre voie. Ici, je sens que je fais une différence. Alors reste. Rien ne me rendrait plus heureux. Elle me serra fort dans ses bras. J'espérais que tu dirais ça. Le lendemain matin, j'ai trouvé Sophie et Ellie dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner. Comment as-tu dormi? Demanda Ellie en m'embrassant. Bonjour. Comme un bébé. Votre chambre d'amis est très confortable. Bien, parce que j'espérais qu'on pourrait en parler. De la chambre d'amis? Du fait que tu y restes depuis une semaine et que ça semble un peu bête, alors que tu as ta propre maison à 20 minutes d'ici. Sophie leva les yeux de ses œufs qu'elle brouillait. Maman essaie de demander si tu veux emménager avec nous. Sophie, quoi? Ça fait des jours que tu tournes autour du pot. Demande-lui, c'est tout. Ellie rougit mais croisa mon regard. Tu veux emménager avec nous, Jacques? C'était un grand pas, mais cela semblait juste. Tout ce qui concernait Ellie et Sophie semblait juste. J'adorerais. Vraiment? Vraiment? Mais je devrais probablement demander la permission de Sophie d'abord. Sophie y réfléchit sérieusement. Tu t'assures que la cafetière soit toujours pleine. Tu aides. Avec les devoirs de maths quand c'est nécessaire. Et tu ne monopolises pas la télécommande pendant l'heure des telenovelas. Marché conclu alors. Bienvenue dans la famille. Emménager avec Ellie fut plus facile que je ne l'avais prévu. Elle m'avait déjà fait de la place dans sa vie et son foyer, et mes affaires s'intégrèrent parfaitement au rythme qu'elles avaient établi au fil des ans. Carrie trouva son propre appartement en ville, assez près pour nous rendre visite régulièrement, mais assez loin pour nous accorder de l'intimité. Maddie nous rendait visite tous les quelques mois, commentant à chaque fois à quel point Ellie et moi formions un couple naturel. 6 mois après avoir emménagé, je décidai qu'il était temps d'officialiser notre relation. Je conduisis jusqu'à Austin pour choisir une bague de fiançailles, voulant inclure Maddie et Carrie dans le processus. Quel genre de bague aime-t-elle? Demanda Maddie alors que nous parcourions la sélection dans une bijouterie du centre-ville. Elle a mentionné une fois qu'elle adorait les opales de feu. Quelque chose à propos de la façon dont elle capture la lumière. Les opales de feu sont parfaites pour elle, acquiesça Carrie. Elle est vibrante et chaleureuse. Les opales de feu sont exactement ce qu'il faut. Nous trouvâmes une belle pierre. Rouge-orange avec des éclats dorés qui semblaient bouger dans la lumière. Le bijoutier la sertit de petits diamants et promit de la préparer en 2 semaines. Quand je suis rentré au Mexique, j'étais nerveux quant au moment et à la manière de demander sa main. Ellie remarqua immédiatement mon agitation. « Tu agis bizarrement », dit-elle un soir alors que nous étions assis au bord de la rivière. « Bizarrement comment? Agité? Comme si tu gardais un secret. Je n'ai pas de secret pour toi. C'est ce que dirait quelqu'un qui a des secrets. » Sophie sortit pour nous rejoindre, comme elle le faisait souvent le soir. « Est-ce que Jacques agit bizarrement avec toi aussi ?» demanda Ellie à sa fille. « Très bizarrement. Il te fixe du regard comme s'il voulait dire quelque chose mais ne savait pas comment s'y prendre. »« Je ne fixe pas, si, tu fixes. Sophie a dit hier que tu as regardé maman faire le café pendant environ 10 minutes sans rien dire. J'aime regarder ta maman faire le café. Tu vois? Bizarre. Lorsque la bague arriva, je savais que je voulais la demander en mariage dans un endroit spécial pour nous. Je choisis le kiosque au bord de la rivière où nous avions eu notre première conversation sérieuse sur notre avenir ensemble. Je convainquis Ellie de faire une promenade après le dîner, l'amenant au kiosque aussi discrètement que possible. « C'est agréable, » dit-elle, s'installant sur le banc à l'intérieur de la petite structure. « Nous devrions venir ici plus souvent, Ellie, » dis-je, me sentant soudain nerveux malgré avoir répété ce moment dans ma tête des dizaines de fois. « Oui, je ne suis pas doué pour les discours, mais j'ai quelque chose à te dire. » « D'accord. » Je m'agenouillai devant elle et ses mains volèrent à sa bouche. « Eleanor Thompson, je t'aime de tout mon cœur.
Je ne veux pas vivre sans toi et Sophie dans ma vie. Veux-tu m'épouser? J'ouvris les crins de la bague et elle haleta. Jacques, elle est magnifique. Une opale de feu. Comment as-tu su? Un petit oiseau me l'a dit. Je crois que je connais cet oiseau, dit-elle, les larmes de bonheur aux yeux. Oui, Jacques. Oui, je veux être ta femme. Je veux t'aimer pour toujours. Je glissai la bague à son doigt et elle l'admira dans la lumière déclinante. Je n'arrive pas à croire que tu aies trouvé une opale de feu. C'est ma pierre préférée. J'avais de bons conseillers. Quand nous sommes rentrés à la maison, Sophie nous attendait sur la terrasse, retenant à peine son excitation. Alors, demanda-t-elle avant même que nous ayons atteint les marches. Alors, quoi, demandai-je innocemment. Tu lui as demandé. Lui demander quoi, Jacques, cria presque Sophie. Tu l'as demandé en mariage. Je regardai Élie, qui tendait sa main gauche. Je n'y crois pas. Sophie se précipita entre nous et nous serra tous les deux dans ses bras. Tu vas être mon vrai papa. Je suis déjà ton vrai papa, de toutes les manières qui comptent. Je lui dis que la paperasse ne ferait qu'officialiser les choses. Elle s'accrocha à moi et commença à pleurer. Des larmes de joie, mais des larmes quand même. Et, qu'est-ce qui ne va pas, ma puce? Rien ne va pas, sanglota-t-elle. C'est juste que, je n'ai jamais cru que nous trouverions quelqu'un. Je pensais que ce serait toujours juste maman et moi. Maintenant, ce sera nous tous. Pour toujours, dis-je. Nous avons fixé la date du mariage en juin, ce qui nous laissait le temps de bien organiser les choses et Amadi et Carrie d'aménager leurs emplois du temps. Élie souhaitait une petite cérémonie au bord de la rivière, avec seulement notre famille proche et nos amis les plus intimes. Le matin du mariage, je me suis levé tôt et me suis assis sur la terrasse, observant le lever du soleil sur la vallée. Dans quelques heures, j'épouserai la femme que j'aimais et deviendrai officiellement le père de Sophie. C'était comme la conclusion parfaite d'un voyage qui avait commencé le pire jour de ma vie. Nerveux, demanda Carrie en me rejoignant avec une tasse de café. Nerveux de joie. Bien. Nerveux. Elle se prépare à l'étage. Elle est magnifique. Elle est toujours magnifique. Aujourd'hui, elle est encore plus belle. Belle comme une mariée. 1 heure plus tard, je me tenais au bord de la rivière avec notre petit groupe d'invités, attendant qu'Élie descende l'allée improvisée que nous avions créée à travers son jardin. Sophie se tenait à mes côtés en tant que mon témoin d'honneur, comme elle avait insisté pour qu'on l'appelle. Quand Élie apparut à l'autre bout du jardin, j'eus le souffle coupé. Elle portait une simple robe dorée qui captait la lumière du matin, et ses cheveux étaient lâches sur ses épaules. Elle tenait un bouquet de fleurs sauvages de son jardin. Mais c'est le sourire sur son visage, alors qu'elle s'avançait vers moi, qui m'a presque complètement bouleversé. C'était un sourire de pure joie, de certitude absolue de rentrer chez soi. Quand elle m'a atteint, elle a tendu son bouquet à Carrie et a pris mes mains. « Salut » murmura-t-elle. « Salut toi-même. Tu es incroyable. Toi aussi. » La cérémonie fut simple et parfaite. Nous avions écrit nos propres vœux, promettant de nous aimer, de soutenir les rêves de l'autre et de créer une famille bâtie sur l'honnêteté, le respect et le rire. Lorsque nous nous sommes embrassés en tant que mari et femme, nos filles ont applaudi, et j'ai ressenti une plénitude que je n'avais jamais connue auparavant. La réception a eu lieu sur la terrasse, avec de la musique et de la danse qui ont duré jusque tard dans la soirée. Vers minuit, quand les derniers invités étaient partis et que nos filles rangeaient, Élie et moi nous sommes éclipsés pour nous asseoir au bord de la rivière. Alors, Madame Mitchell, dis-je en essayant son nouveau nom. J'aime la sonorité de cela. Moi aussi. Des regrets. Seulement que nous ayons mis si longtemps à nous trouver. Nous nous sommes trouvés exactement quand nous devions nous trouver. Nous nous sommes assis dans un silence confortable, écoutant les doux bruits de la rivière et pensant à l'avenir que nous construirions ensemble. 1 an plus tard, nous étions assis presque au même endroit lorsque Carrie a appelé avec une nouvelle inattendue. « Papa, je dois te dire quelque chose, et tu ne vas pas aimer. » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » ?»« Maman veut venir pour Noël. » Je soupirai. Je savais que cette conversation aurait lieu un jour ou l'autre. Elle veut venir pour 1 semaine en décembre. Elle dit que la famille lui manque et qu'elle veut rencontrer Élie et Sophie. Je regardais Élie qui écoutait ma partie de la conversation. « Qu'en penses-tu » lui demandai-je. « Je pense que c'est la mère des filles et qu'elles ont le droit d'entretenir une relation avec elle si elles le souhaitent,
même si c'est inconfortable pour toi. Même si c'est inconfortable pour moi. De plus, je suis curieuse de connaître la femme qui a été mariée à toi pendant 23 ans. Quand j'expliquai la situation à Carrie, elle fut soulagée. Vraiment? Tu es d'accord? Nous sommes d'accord, mais elle devra loger en ville, pas ici. Déjà arrangé. Elle a réservé une chambre à l'hôtel. Quand décembre arriva, je me sentis nerveux à l'idée de revoir Vicky. Cela faisait plus de 3 ans que notre divorce était prononcé. Et même si j'étais passé complètement à autre chose, je n'étais pas sûr de ce que la revoir pourrait raviver. Elle est arrivée un jeudi soir, et je suis allé la chercher à l'aéroport pendant qu'Ellie préparait le dîner à la maison. Les premières minutes furent gênantes. Nous étions des étrangers polis qui se trouvaient avoir 2 enfants en commun et une longue histoire. « Tu as bonne mine, Jacques », dit-elle alors que nous roulions vers ma maison. « Merci. Toi aussi. La retraite te va bien. Ce n'est pas tant la retraite qu'un autre genre de vie. Maddy et Carrie me disent que tu es très heureux. Je le suis. J'en suis contente. Je sais que je n'ai pas le droit de me réjouir de quoi que ce soit dans ta vie, mais je le suis. Quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai présenté Vicky à Ellie et Sophie. S'il y avait une quelconque gêne entre les 2 femmes, elles ne l'ont pas montré. Ellie était gracieuse et accueillante, et Vicky était sincèrement intéressée à faire la connaissance de la femme qui était devenue une partie si importante de la vie de nos filles. Pendant le dîner, elles ont découvert qu'elles avaient plus en commun que prévu. Toutes 2 avaient connu le divorce. Toutes 2 avaient eu du mal à concilier carrière et maternité, et toutes 2 aimaient jardiner. Tes roses sont incroyables, dit Vicky à Ellie pendant le dessert. Je n'ai jamais vu de plantes aussi saines sous ce climat. Tout est une question de préparation du sol et de trouver des variétés qui supportent la chaleur. Je pourrais te montrer mon installation demain. Si tu es intéressé, j'adorerais ça. Les regardant discuter facilement de jardinage, de voyage et de livres, j'ai réalisé que toute la peur que j'avais eue concernant la visite de Vicky était infondée. Nous étions tous des personnes différentes de celles que nous avions été pendant notre mariage, et cela nous permettait d'interagir sans le poids des vieux ressentiments. Sophie, qui avait observé la dynamique en silence, prit finalement la parole. « Puis-je vous demander quelque chose, madame ? » Bien sûr, Sophie, et appelle-moi Vicky s'il te plaît. Étiez-vous en colère quand Jacques a épousé ma maman? La question surprit tout le monde. Mais Vicky la considéra sérieusement. Non, Sophie, j'étais heureuse pour lui. Jacques mérite d'être aimé par quelqu'un qui l'apprécie, et il est clair que ta mère le fait. Mais n'étiez-vous pas triste que votre famille se soit séparée? J'étais triste à ce sujet. Oui. Mais la famille ne s'est pas vraiment séparée. Elle a juste changé de forme. Maddy et Carrie ont toujours leurs 2 parents et maintenant elles t'ont toi et ta maman aussi. Ce n'est pas une séparation. C'est un agrandissement. Sophie sembla satisfaite de cette réponse. Plus tard ce soir-là, après que les filles soient allées se coucher, Vicky demanda si elle pouvait parler à Ellie et à moi en privé. « Je vous dois des excuses à tous les 2, dit-elle. Surtout à toi, Jacques. J'ai mal géré notre situation, et je suis désolée. Vicky, c'est du passé. S'il te plaît, laisse-moi finir. J'ai été égoïste et irréfléchi, et je t'ai fait du mal, à toi et aux filles. Je pensais savoir ce que je voulais, mais je fuyais en fait le travail que représente le mariage. » Elle se tourna vers Ellie. « Je veux que tu saches que je suis reconnaissante que vous vous soyez trouvés. Jacques est un homme bon et il mérite quelqu'un qui reconnaisse qu'il est un homme bon. » Ellie acquiesça. « Et Sophie et moi avons de la chance de l'avoir. Vous avez l'air très heureux ensemble. » Nous le sommes. Vicky est restée toute la semaine. Et au moment de son départ, la gêne s'était complètement dissipée. Elle avait trouvé sa place dans notre famille élargie, non pas comme mon ex-femme, mais comme la mère de Maddy et Carrie, qui s'étaient liées d'amitié avec leur belle-mère. Le matin de Noël, nous nous sommes tous réunis chez nous pour l'échange de cadeaux et le dîner. En regardant Vicky rire avec Sophie, en voyant Ellie l'inclure naturellement dans les conversations et en observant à quel point Maddy et Carrie étaient détendues avec nous tous réunis, j'ai ressenti de la gratitude pour la façon dont notre famille compliquée avait évolué. « C'est agréable, » dis-je à Ellie alors que nous préparions le dîner ensemble dans la cuisine. « C'est agréable. Je l'aime bien, Jacques. Je comprends pourquoi tu l'as aimé. Je comprends pourquoi je l'ai aimé aussi. Mais je vois aussi pourquoi nous n'étions pas faits l'un pour l'autre.
Et maintenant, je suis exactement là où je dois être. Ce soir-là, après que Vicky soit retournée à son hôtel et que nos filles jouaient aux cartes près du feu, Ellie et moi nous sommes assis sur la terrasse, regardant les étoiles. Alors, qu'en penses-tu, demandai-je. Le dîner de Noël a-t-il été un succès? Je pense que c'était parfait. Ton ex-femme est charmante. Tes filles sont merveilleuses. Et notre famille est exactement aussi compliquée et belle qu'elle devrait l'être. Notre famille. Notre famille. Nous tous. Même Vicky à sa manière. Je serrai Ellie contre moi et embrassai le dessus de sa tête. Je t'aime, Madame Mitchell. Je t'aime aussi, Monsieur Mitchell, pour toujours et à jamais. Alors que nous étions assis ensemble dans un silence confortable, je pensais au chemin qui m'avait mené à ce moment. De la fin dévastatrice de mon premier mariage à la redécouverte de l'amour avec Ellie. De père de 2 filles à père de 3. De penser que mes meilleures années étaient derrière moi à découvrir qu'elles ne faisaient que commencer. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue, mais c'était mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer, et j'étais reconnaissant pour chaque moment compliqué et magnifique.